Bonjour Gilles. Bonjour Pourquoi Valérie. vous avez fait 5 you la 5 5 you la 5. Vous vous souvenez de Mais ce... oui, et voilà. vous vous souvenez du jingle, c'est la 5. On Ouais. l'a écouté. Ah, j'ai C'est peut-être la surpris 5. John. Oui, vous avez surpris J'ai surpris John, notre qui a fait réalisateur. plein de choses qui étaient Donc on va formidables parler ce de la matin. disparition de Silvio Berlusconi et surtout de Berlusconi et la France et de cette chaîne, première chaîne privée Il faut se remettre dans le contexte Ouais. de l'époque où il n'y avait que 3 chaînes avec Canal+, une chaîne payante. Oui, payante. Il y avait 3 Mais là, chaînes c'était la gratuites première chaîne privée. qui était Ouais. vraiment... Et hier, c'est ce que je disais dans l'émission précédente, on a regardé, allez-y sur l'INA parce que ça vous replonge des années en arrière pour voir la soirée, la première soirée d'ouverture de la chaîne qui est absolument incroyable. On aura Amanda Lear avec nous, on a Roger Zabel qui est là en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Roger, ravi de vous avoir ce matin. Et de vous voir pour ceux qui sont parmi les 800 000 de YouTube. En Zoom avec nous. C'est vrai que vous êtes l'un des symboles de cette chaîne. Vous avez présenté cette soirée avec Christian Morin. C'était marrant. Vous l'avez re-regardé ou pas, vous Alors oui, un petit peu en parcourant des pages internet hier sur la mort de Silvio Berlusconi, effectivement, je suis retombé sur un extrait de la présentation de cette soirée exceptionnelle. Et j'avoue qu'il y avait des moments dont je me rappelais absolument plus, mais c'était vachement bien fait. Comme quoi? Qu'est-ce que vous aviez oublié? J'avais oublié des invités, et pourtant c'était extraordinaire parce qu'il y avait quand même Aznavour, Hallyday, Gainsbourg. On va les entendre. C'était des moyens techniques qu'on n'avait jamais vus sur une émission de télévision en France, à mon avis, et c'est quelque chose que indéniablement Berlusconi aura apporté à la télévision française. C'est-à-dire le développement de moyens techniques extrêmement importants. Il avait des studios magnifiques à Milano Douai où nous allions tourner toutes les semaines les émissions, enregistrer les émissions. Et ça, c'est un des points positifs de ce passage de Berlusconi dans le paysage audiovisuel français. Avec une reproduction du Concorde, vous imaginez? Absolument, il y avait le Concorde qui était reproduit sur scène. Et l'émission, le début de l'émission, pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous sommes en 1986. Voici le début avec vous. 20 février. Nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la 5. La 5, c'est une chaîne de plus, donc une chance en plus. Ce qui n'enlève rien aux autres, bien au contraire. La 5, c'est un choix supplémentaire, un choix qui existe là, maintenant, depuis quelques secondes. La 5 est entièrement gratuite et financée par la publicité. La publicité qui sera émise 6 minutes par heure, ce qui veut dire 10% de publicité et 90% de spectacle. Oui, c'était la première chaîne qui introduisait de la publicité dans les programmes. Des coupures pub. Et même des coupures publicitaires dans les films. Ce qui avait d'ailleurs provoqué un tollé général du monde du cinéma, très inquiet. Parce que d'abord, la chaîne diffusait énormément de films, je crois beaucoup plus que les chaînes qui étaient en place à l'époque dans le paysage français. Et le cinéma s'en inquiétait énormément et expliquait qu'on allait probablement avec la 5 vider les salles de cinéma. Ce qui, à mon avis, n'a pas été tout à fait le cas. Qu'est-ce que Silvio Berlusconi vous a dit pour vous convaincre de quitter le service des sports? Non, il était sur Canal+. Vous étiez à l'époque, hein? Oui, j'étais à Canal. Et il vous a dit quoi? Oui, il vous a sorti son grand chéquier? Non, c'était pas forcément ça, parce que j'étais un petit peu contraint de quitter Canal, parce que à l'époque, le couple avec Charles Bietri ne fonctionnait pas très très bien. Donc voilà, et pour tout vous dire, c'est Alain de Greff qui m'a fait contacter par Silvio Berlusconi. C'est lui qui a été chargé d'être l'intermédiaire, qui a été l'intermédiaire. Et voilà, bon. Je peux vous avouer aujourd'hui que je suis pas parti sur la 5 de gaieté de cœur. J'aurais préféré rester sur Canal. C'était une espèce de cours de rattrapage pour essayer de me raccrocher aux branches et pas rester sans rien faire dans ce métier. Pourquoi vous? Pourquoi il est venu vous chercher, vous? Est-ce que vous l'avez rencontré? C'est lui qui vous a débauché personnellement ou pas? Non, je crois qu'il cherchait des profils de présentateurs particuliers. Voilà, il fallait
Je pense qu'il n'acceptait pas toutes les formes de présentation. Je pense que je convenais parfaitement au profil qu'il imaginait à la présentation de l'émission qu'il voulait me faire présenter. Le beau gosse blond aux yeux bleus, je ne sais pas si vous avez les yeux bleus aussi, hein, c'était vous et Christian. À l'époque, oui, beau blond avec Christian Morin, tous les deux. C'est vrai que c'est assez. Ah oui, quand on regarde l'émission avec les filles, comment. Ouais. D'ailleurs, vous faites. Bravo pour votre déhanché. Hein. Vous refaites une scène de la fièvre du samedi soir. Vous vous souvenez de ça dans l'émission? Oui, on me l'a rappelé hier. Mais l'extrait est assez fort. Oui. Alors, et puis les stars, c'est vrai que quand on regarde, on voit Charles Aznavour, qui coupe le ruban. Eh ben, on l'a, écoutez. Ce soir, sur la 5, Charles Aznavour. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Johnny Hallyday. Après avoir vécu la grande aventure du rock'n'roll, je suis très heureux de participer à la grande aventure de la 5. Bonne chance, la 5. Sting. Bonne chance à la 5. Le commissaire d'Eric. La 5 a toujours un alibi. Sylvie Vartan. Je suis heureuse d'être une des marraines de ce grand lancement. Merci Silvio et bonne envolée la 5. Serge Gainsbourg. La 5, c'est classieux. Michel Sardou. Tous les artistes voudraient un début comme le tien. Bravo la 5. Incroyable. Ouais. Bon, il avait quand même sorti le carnet de chèques, Roger Zabel, non? Pour faire venir tous ces gens. Oui, je crois qu'il s'en cachait pas. Hein. C'est le premier, je crois, à avoir donné des cachets financiers aux invités qu'il avait dans des émissions de télévision, ce qui aujourd'hui, je crois, est assez banal. Quoi. Ouais. On l'entendra un peu plus tard, mais est-ce que, comme Michel Drucker l'affirme, tous les animateurs de la 5 se sont vus proposer une Ferrari par Silvio Berlusconi? Avez-vous eu une Ferrari? Non, je crois que Michel, il y a des moments où il part dans des délires qui sont un petit peu bizarres. Non, très sincèrement, non. Non, on ne nous a pas proposé de Ferrari. C'est vrai qu'on a gagné... vous savez, déjà à l'époque... TF1 commençait à... Pas tout à fait, en 87 ça a commencé, mais Canal déjà payait très très bien ses animateurs et ses journalistes. Ouais. Et effectivement, sur la 5, on gagnait un petit peu plus, mais ça n'a rien à voir avec des Ferrari. Alors c'est vrai qu'on avait un confort de travail qu'on n'était pas habitué à avoir à la télévision française, c'est-à-dire que on avait une voiture de fonction, on venait nous chercher à l'aéroport, on avait un chauffeur, on avait une loge. Un grand hôtel. Un confort de travail absolument extraordinaire, un peu comme les stars de la télévision l'ont aujourd'hui, mais ça n'existait pas à l'époque, effectivement. Mais et les filles, les girls, ça vous a un peu déstabilisé ou pas? C'était quand même un mélange des genres assez étonnant. Ah bah je peux vous dire que c'est un choc. On est même à un moment où, c'est ce que je raconte toujours, c'est que c'est vrai que on pouvait pas bouger une oreille sur un plateau sans avoir une danseuse derrière nous. Et on était avec Christian Morin, on était allé voir Silvio Berlusconi, on lui a dit Silvio, écoutez, franchement. Est-ce qu'on pourrait pas un peu rendre tout ça un petit peu plus sobre tout? Et non, son truc c'était les Français vont s'habituer. Voilà. Il voulait faire un copier-coller de la télévision italienne en France, et c'est ce qui, à mon avis, a été la cause de l'échec de la chaîne. Parce qu'il faut dire que ça a été effectivement un échec. C'était une couleur italienne, parce qu'il faut savoir que tout se tournait à Milan. Alors, vous présentiez un jeu qui s'appelait Patathlon. Ouais. Alors, ce qui était incroyable, c'est que comment faire pour avoir des candidats? Donc ils avaient pris des candidats qui vivaient, des Français qui vivaient en Italie. Et donc, et donc, ce n'était que des Français qui vivaient en Italie. Les candidats, ce n'était pas du tout. Et dans le public, la moitié du public était italien. Donc, ne comprenez pas ce que racontait Roger Zabel, mais c'est pas grave. Et donc, même la totalité du public. Tout le public. C'était tourné en Italie. C'était tourné en Italie. Donc, vous ne comprenez pas ce que vous disiez. Il faut vous imaginer Milano Douai, l'endroit où on tournait. D'abord, c'est une grande première de voir des studios comme ceux qu'on connaît maintenant à Porte de la Plaine à Paris. Eh bien, chez Berlusconi, c'était comme ça, mais c'était ses studios à lui. Et pour rentabiliser ces studios, quand moi j'arrivais avec mon équipe française, on faisait sortir le public. L'émission italienne venait d'être tournée, se terminait. L'animateur italien sortait. Le public sortait, on aérait le studio, on réinstallait les caméras, le public rentrait de nouveau,
Et moi, j'enchaînais sur l'émission française. C'est-à-dire que dans la même journée, on tournait 3 ou 4 émissions en français et en italien. Donc vous imaginez la rentabilité du truc, quoi. Et surtout, vous avez eu pour la première des gens qui ne font jamais des jeux, qu'on ne voit jamais. Il y avait Lino Ventura qui a joué à la roue de la fortune. Non, mais c'est vrai. Hein. Et il y avait Alain Souchon, qui est quand même classissime, qui a aussi fait tourner la roue et jouer. C'était le premier Patathlon. Écoutez, ils étaient eux-mêmes surpris de venir à un jeu. Il vient de sortir un super 33 tours. Alain Souchon. Vous n'avez pas vraiment l'habitude d'être un candidat, vous non plus? Non. C'est terrible parce que les gens ne se rendent pas compte et peut-être qu'ils vont s'apercevoir qu'en fait je suis un peu idiot. Troisième et dernier invité, c'est monsieur Lino Ventura. Lino Ventura, pour lequel j'ai beaucoup de mal à parler du nombre de films qu'il a fait, c'est un trop grand palmarès. Mais Lino, je voudrais savoir si ce rôle de candidat dans un jeu télévisé vous amuse. Bah écoutez, je vous le dirai après parce que c'est la première fois que je participe à ce genre d'épreuve, alors je ne sais pas, on verra tout à l'heure. Hein. C'est incroyable, hein, quand même. Alors, il y a une explication à ça, hein, quand même. D'abord, les gains des jeux étaient redistribués en partie aux associations, dont celle que parrainait et qu'avait créée Lino Ventura. Donc c'est pour cette raison qu'il est venu. Il serait jamais venu sinon. Et je l'ai revu quelques mois plus tard, un jour à Paris, et il est venu me voir. On a discuté un petit peu de ce que je faisais sur la 5, et il m'a dit très sincèrement, c'est pas ton truc, reste pas trop longtemps là-bas. Vous êtes resté combien de temps? Une petite année, année, un petit peu plus d'1 an. Voilà. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. D'accord. Sud Radio Média, 10h-10h30. Valérie Expert, Gilles Gansman. Bon, de retour avec vous pour parler de la télévision de Silvio Berlusconi. Que de souvenirs. Quel homme c'était dans le privé, Roger Zabel? Quel souvenir vous gardez des rendez-vous, des entretiens avec lui? Un homme assez impressionnant. Hein. C'était quand même le dottore, le cavalier. Généralement, quand il nous recevait, c'était dans son hôtel particulier, rue de Tilsit à Paris, dans un endroit très chic, et il nous recevait toujours pour un petit déjeuner. Et il y avait toujours un majordome qui venait ouvrir la porte, etc. Donc on était passé sur une autre planète dans le monde de la télévision. Et c'était, par exemple, quand je lui ai annoncé que je quittais la 5 pour partir sur Antenne 2 à l'époque, présenter Télématin, il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, jamais personne n'a quitté la télévision de Berlusconi sans connaître l'échec ensuite. Et il a ajouté derrière, cela dit, tu perds un patron, mais tu perds pas un ami. C'était plutôt élégant. Merci Roger Zabel. On est en ligne maintenant avec Amanda Lear. Bonjour Amanda. Bonjour. On est ravis de vous avoir ce matin. On vous dit à quel point on vous aime. On est toujours. On vous adore. Oui, on vous adore. On vous adore. Voilà, chanteuse, présentatrice et puis animatrice de Chercher la femme sur la 5 tous les samedis soirs. Oui. Et oui. Vous avez revu des images, vous aussi? On a posé la question à Roger Zabel. Moi, je n'ai pas la nostalgie, donc je ne regarde pas les choses du passé. Mais c'est vrai que j'ai des bons souvenirs. Voilà. C'était des très bons souvenirs. Vous savez, Berlusconi, je lui dois beaucoup, puisque c'est lui qui m'a lancé à la télévision italienne. Et grâce à lui, je suis devenu très populaire en Italie. J'ai fait une grande carrière là-bas à la télévision. Mais sans lui, peut-être que ça serait pas arrivé. Donc, je lui dois beaucoup. Il m'avait vu, je crois, sur Télé Monte Carlo, un truc comme ça. Et il avait vu que je parlais plusieurs langues parce que je recevais des invités. Et il m'a téléphoné, il m'a dit, écoutez, moi justement, je cherche quelqu'un pour mon grand show du samedi soir sur ma chaîne italienne.
Et voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai découvert un très bon patron de chaîne qui voulait un petit peu de redonner une nouvelle image à la télévision italienne, qui était un petit peu vieillotte, la Rai. Donc il voulait présenter aux Italiens une télévision colorée, luxueuse, avec des paillettes, des danseuses, de la musique. Et donc ça a démarré comme ça. Et après, quelques années après, il y a eu le lancement de la 5 pour la France. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit la télé qu'aurait préféré Sandrine Rousseau, hein, parce qu'il y avait de la poitrine, hein, il y avait de la femme. Oui. Déjà à l'époque, bon, mais il voulait faire rêver les Italiens. Vous savez, pourquoi les Italiens l'aiment autant, bien que ce soit tout ce que vous voulez, un escroc, etc. Mais les Italiens l'adoraient parce qu'il les faisait rêver, il leur montrait des belles filles, des beaux spectacles, etc. Les Italiens adoraient ça. Et c'est tout ce qu'ils voulaient. Ils me disaient, vous savez, quand on est invité chez les gens, on s'habille, on fait bonne impression. Et ben voilà, on est reçu chez les téléspectateurs italiens, donc il faut leur en mettre plein la vue. Alors j'avais des belles robes, des belles lumières, même les caméramans étaient en smoking. Alors c'était un artiste, hein. Lui il aimait chanter, il était crooner. Il se mettait au piano, il massacrait quelques chansons françaises. Et Gilles doit avoir un extrait. Alors non, j'ai pas d'extrait de lui qui chante. Non, j'ai un extrait de vous qui parlez sur le plateau de Michel Drucker de savoir. Oui, vous expliquez que les femmes qu'il aimait, et puis beaucoup de gens vous se demandaient si vous aviez couché avec Silvio Berlusconi. Écoutez votre réponse. Il jouait du piano, il chantait. Non, c'était un homme assez intéressant. Mais évidemment, tout le monde m'a dit après, ah oui, évidemment, t'as couché avec Berlusconi. Je dis, mais pas du tout. Mais pourquoi? Pas avec lui. Parce qu'il a la réputation, évidemment, de draguer toutes ces danseuses, toutes ces vedettes. J'ai dit non, c'était pas du tout son type. Il aimait pas du tout les grandes blondes maigrichonnes. Il préférait les brunes pulpeuses. Italiennes. Ah voilà. C'est vrai, j'étais pas son genre, donc moi ça s'est très bien passé, toujours été très gentleman, mais c'est vrai qu'il avait la réputation de passer un petit peu, traîner dans les coulisses et draguer un peu les danseuses. Enfin à l'époque c'était pas terrible, ce n'est qu'après qu'il a pété les plombs carrément, quand il a fait de la politique, alors là c'était insupportable comment il est devenu. Mais au départ non, il avait assez correct, en tout cas avec moi, il ne s'est jamais rien passé, j'étais pas son genre, de toute façon il aimait les brunes avec des poils sous les bras, donc c'est pas grave. C'était pas vous. Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec lui? Oui, il a voulu m'impressionner, évidemment, comme pour tout le monde. Donc il m'a amené à Arcore, à côté de Milan, dans sa demeure magnifique, avec des tableaux au mur somptueux, des canalettos, tout ça. Donc il voulait en fait m'épater et me montrer qu'il avait fait une grande réussite parce qu'il venait de rien. Donc c'était un peu comme Tapi, comme Donald Trump. C'était un de ces gens qui avait bâti tout son empire sur l'immobilier et il voulait m'en mettre un petit peu plein la vue. Il m'a fait visiter ses studios parce que moi je n'étais pas convaincu au départ. J'avais jamais entendu parler de lui. Et c'est vrai qu'il avait des beaux studios flambant neufs à côté de Milan. Et c'est comme ça s'est passé le début. Et puis moi j'ai mis quelques conditions. J'ai dit oui mais moi j'habite en France, donc moi je veux rentrer chez moi toutes les semaines. Pas de problème. Alors avion, chauffeur, hôtel de luxe. Non, on était très très bien traités pendant plusieurs années. Ça a payé le loyer. Voilà, ça a payé plus que le loyer. Et vous l'avez revu ou pas après? Non, ça fait au moins 30 ans que je ne l'ai plus jamais revu. Et je n'y tenais pas spécialement. Je trouvais qu'en vieillissant, c'est vrai, il était devenu assez ridicule. Et c'est un petit peu dommage. Mais au départ, non, il présentait, c'était plutôt un bel homme. Bon, même s'il avait une gaine, mais c'est pas grave. Ah, il avait une gaine. Comment vous savez ça? Comment vous le savez? On va tout savoir. Pourquoi il avait une gaine? Comment vous le savez? Mais les hommes en vieillissant sont très vaniteux, vous savez. Alors il tenait beaucoup à se tenir très droit et même en vieillissant, il s'est fait de nombreux liftings, il ressemblait plus à grand chose. Transplantation de cheveux, etc. Oui, mais ça faisait le ridicule à la fin. C'était tout. Mais comment vous avez su qu'il avait une gaine? Mais ça ne vous regarde pas. Voilà. Ah, d'accord. On va savoir des choses. Bon, en tout cas, vous aviez un beau brushing à l'époque. À l'époque, évidemment, c'était les années 80. Puis j'avais des robes de grands couturiers, des paillettes et tout, ça y allait à fond. Non, c'est vrai qu'il voulait faire rêver les gens et donc voilà, on était super surprenamment présentés. Après, bon, on a beaucoup critiqué, c'était tout moche, c'était trop italien, il y avait trop de paillettes, gna gna gna. Mais finalement, je m'aperçois que quelques années plus tard, on fait pareil en France et dans toutes les télés. Là aussi, on est tombé parfois dans l'excès des paillettes, des strass et des danseuses. Ça devait être un choc. Ça avait un peu choqué, voilà, ça avait un peu choqué la France parce que la 5, ça voulait tellement en mettre tant plein la vue que les gens critiquaient, disaient non, c'est too much.
Puis ça devait être quelque chose de passer de la 5 à la SFP en France. C'est sûr que c'était pas exactement la même chose. Ils sont pas forcément smoking, les techniciens de la SFP à l'époque. Voilà. Merci beaucoup, Amanda Lear, d'avoir accepté de témoigner ce matin, de nous raconter ces années la 5. Il faut écouter la réédition de son nouvel album. Oui, absolument. Il faut écouter votre album magnifique. Vraiment. Oui, ça ressort là. C'est vrai. Follow Me. Vous savez, à cause de la publicité du Sambon, là, ça, il y a eu un petit. Mais alors, ça vous a pas rapporté grand-chose? Oh, bon, un sac. Un sac. Bon, c'est déjà pas mal vu la marque. Follow Me, mais c'est marrant que ça ressorte comme ça. Ça fait plaisir. Merci Amanda Lear, ne changez rien. Merci, on vous embrasse aussi tout de suite, Jean-Jacques Bourdin. Et demain, les gagnants de Koh-Lanta, le ou la gagnante de Koh-Lanta. Merci à vous.